Vous avez vu qu'il y a beaucoup de données dans ce chapitre à nouveau, donc je vous propose un résumé qui est justifié dans ce cas-là pour récapituler à nouveau les formules. Donc magnétisme, vous pouvez à nouveau prendre votre feuille sous format paysage et la diviser en deux. On va commencer par le champ magnétique. En effet, dans le poly, dans les diapos 2 et 3, il évoque ce que c'est exactement le magnétisme, que certains éléments forment des aimants, et dont la Terre d'ailleurs, qui est un aimant, et que le magnétisme est concentré sous deux pôles, nord et sud. Donc on va parler de ça, de la diapo 3 un petit peu, mais le magnétisme naturel, c'est-à-dire ce qui fait qu'un matériau est magnétique, ça s'explique vraiment par la structure de la matière, qui est composée de molécules, elles-mêmes d'atomes, eux-mêmes d'électrons, et c'est au final, lorsqu'on aura des spins, des électrons non nuls, en fait, qu'il y aura magnétisme. Mais cette partie-là, ce sera évoqué tout à la fin du poly, et ça fera l'objet d'un résumé, mais durant le semestre. Donc là, on ne va pas s'éterniser dessus, et on va parler du champ. On va reprendre ici la diapo 5, la diapo 6, non, la diapo 5 pour le champ magnétique. Donc on va commencer par ça. Déjà en donnant son unité, le Tesla. Le symbole c'est T. Ce sera intéressant de faire la conversion en unité du système international. Alors soit vous le retrouvez dans le poly directement, soit on va avoir une formule après qui vous aidera à le retrouver. Donc là on va juste le laisser en suspens. Ensuite, on sait que ce champ magnétique est créé par un aimant ou un électroaimant. C'est bien d'avoir un ordre de grandeur. Donc par exemple, alors il donne les ordres de grandeur à la diapo 7. Le champ magnétique de la Terre est entre 30 et 60 micro-Tesla. Micro, c'est 10-6. Donc c'est de l'ordre, disons, de 10-5 Tesla. Tandis que, donc c'est bien inférieur à un aimant, par exemple, le champ magnétique d'un aimant de placard, c'est de l'ordre de 1/10 de Tesla. Et un champ magnétique alors créé par un électroaimant, là on atteint carrément le Tesla, ou on peut aller jusqu'à 20 Tesla. 1, 2, 3 Tesla sont déjà des champs très élevés. Un Tesla par exemple, c'est ce qu'on utilisera en RMN, dans le cours de RMN. Alors on peut visualiser ce champ parce que grâce aux lignes de champ et grâce à la limaille de fer. Donc en plaçant autour d'un aimant, alors un aimant à deux pôles, hein, comme on l'a vu, nord et sud, si vous en avez déjà acheté dans le commerce, en général le pôle nord il est peint en rouge. Si on place des petits grains de fer, de la limaille de fer autour, et bien ces grains de fer vont prendre une orientation, vont se placer naturellement autour de l'aimant comme ceci, et c'est ce qu'on va appeler les lignes de champ. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on a vu en électricité, il n'y a aucun contact entre ces grains de fer et l'aimant, et pourtant ils se déplacent, ils s'orientent comme ça. Donc il existe un champ magnétique, et par convention, à l'extérieur, comme ça, on va dire que le champ magnétique, les lignes de champ, disons, sont orientées du nord vers le sud, et on l'a vu déjà en électricité, un champ est tangent aux lignes de champ. Donc par exemple, le champ magnétique en ce point-là aurait cette direction-là, tandis que ici, il aurait cette direction-là. On va simplement aussi dessiner un aimant en U, donc c'est un aimant en fer à cheval. La limaille de fer se place comme ceci. Mais à l'intérieur des deux branches, on voit que ce sont des droites. Le champ étant tangent aux lignes de champ, entre les branches de l'aimant U, on va trouver un champ qui a toujours la même direction, le même sens, et il se trouve qu'il a la même norme. Donc entre les deux branches, le champ est uniforme.
Donc même direction, même sens, même norme. Ça, on le garde en mémoire un peu plus tard quand on parlera de champ uniforme. Vous pensez tout de suite qu'on a juste placé un aimant dans la zone qui nous intéresse. Et enfin, comme l'aimant a deux pôles, on va dire qu'il constitue un dipôle magnétique. On se rappelle qu'un dipôle électrique était constitué d'un pôle plus Q, moins Q. Un dipôle magnétique est composé de deux pôles, nord et sud. Donc logiquement, on va lui attribuer un moment dipolaire, mais cette fois-ci magnétique. Je vais le dessiner en orange sur la figure du dessus. On le dessine sur l'aimant, alors pas de point de départ particulier, sur l'aimant, droit comme ça, et il est dirigé du sud vers le nord. On en reparlera un petit peu plus tard, on garde ça en mémoire pour l'instant, et on va passer à la force magnétique. Là on était sur les diapos 2, 3 pour ce qui était des généralités, 5, et l'ordre de grandeur était donné un petit peu plus tard. On va voir deux expressions de la force magnétique. On va d'abord voir la force magnétique sur une charge en mouvement. On reparlera de la diapo 6 un petit peu plus tard. Et là, on va s'attacher à la diapo 7. On va reprendre cette formule ici. Pour bien se repérer dans toutes les formules, apprenez bien de quoi il s'agit. Là, on parle bien d'une charge, on va l'appeler Q, en mouvement, donc elle a une vitesse V. Et il se trouve que à partir du moment où on a une charge en mouvement dans un champ B, elle subit une force magnétique. S'il manque un de ces éléments-là, il n'y a pas de force magnétique. Il faut vraiment une charge, ça peut être un électron, un ion, une vitesse et un champ B, c'est-à-dire que cette charge arrive entre les branches d'un aimant, par exemple en U. Cette force est un vecteur qui s'écrit QV. On fait un petit chapeau à l'envers, donc c'est le produit vectoriel. B, donc on dira F égale QV vectoriel B. À partir du moment où on a un produit vectoriel, ça peut être ici, mais on va en voir d'autres, la direction est toujours donnée par la perpendiculaire aux deux vecteurs ici, de part et d'autre du produit vectoriel, qui forment un plan. Alors pour simplifier, on va utiliser une règle pour la direction et le sens, qui va nous donner à la fois la direction et le sens. C'est ce qu'on appelle la règle des trois doigts de la main droite. À chaque fois qu'on aura un produit vectoriel, à chaque fois, ce qui est l'expression qui est à gauche du produit vectoriel, donc déjà il faut bien prendre votre main droite, ce qui est à gauche du produit vectoriel va être donné par le pouce, c'est-à-dire qu'on va placer le pouce dans le sens de V, de QV. Ce qui est à droite du produit vectoriel, ici c'est B, et bien ce sera donné par l'index. Les deux forment un plan. Et le majeur est perpendiculaire à ce plan, et ça donnera le sens de la force. C'est ce que vous avez ici sur la diapo 7. L'intensité ou la vitesse QV est donnée par le pouce, B c'est l'index, donc là on voit bien le plan,
et le majeur est perpendiculaire à ce plan et va nous donner le sens de la force. Pour ce qui est de la norme, dès lors qu'on a un produit vectoriel, la norme, on enlève toutes les flèches et tout, hein, ce sera la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc ça nous donne QV fois B fois le sinus de l'angle que forment les deux vecteurs V et B. Je mets un petit chapeau pour marquer l'angle. La force s'exprime en newton, la vitesse bien sûr en mètres secondes moins 1, Q est en coulomb et le champ est en Tesla. C'est grâce à cette formule-là que vous pouvez redécomposer les Tesla en unités du système international, en remplaçant les newtons, les kilos, des mètres, des secondes. Ça nous amène à parler de 3 cas. Puisque vous voyez, on a une histoire d'angle ici. Alors tout simplement, si V est dans le même sens que B, si V est parallèle à B, c'est ce qu'on aura à la diapo 11, on voit que V et B vont dans le même sens, l'angle donc vaut 0, et sinus 0 vaut 0, donc il n'y a pas de déviation, on va le noter après. Si V est perpendiculaire à B, on aura un mouvement circulaire, avec une accélération centripète. Ça, ce sera la formule qui nous intéressera particulièrement. Et si V a une direction quelconque, on aura un mouvement hélicoïdal. Alors je vais commencer par les deux cas qui nous intéressent le moins. Si V est parallèle à B, la trajectoire est rectiligne. Si V et B font un angle quelconque, on aura un mouvement hélicoïdal en hélice. Alors, il y a des formules au niveau de cette diapo-là, la diapo 13, mais c'est pas, disons que c'est pas la priorité des exercices. Par contre, si V est perpendiculaire à B, alors là, on a un mouvement circulaire et uniforme, et là, disons que c'est vraiment l'application classique qu'on fait de la formule. Imaginons qu'une charge positive, qu'un ion par exemple, arrive dans une zone où le champ magnétique est perpendiculaire à notre feuille et vient vers l'avant. Mais il faut que je vous explique cette petite convention de dessin ici. On va le noter tout en bas. Pour représenter un vecteur perpendiculaire à une feuille, on va dessiner un rond. Par exemple, si une vitesse ou une force vient vers l'avant, on va la représenter comme ça pour dire qu'elle est perpendiculaire. Si elle vient vers l'avant, on mettra un point. Donc par exemple, je mets n'importe quel vecteur, hein, par exemple V. S'il y a ce rond-là avec ce point, ça veut dire que le vecteur V est perpendiculaire à la feuille, au support, quoi. Ici, moi, c'est ma feuille, ou l'écran, voilà, et vient vers l'avant. Comme si on regardait une flèche qui vient, et on voit la pointe. Si la flèche de Robin des Bois, par exemple, vient sur nous, on voit la pointe de la flèche. Pour représenter un vecteur qui va s'enfoncer dans l'écran ou dans la feuille, on va faire une croix, comme si on voyait les plumes de la flèche. Comme si la flèche s'éloignait, on ne voyait plus que les plumes vues de dos. Donc si vous avez un vecteur, par exemple ici V, avec un rond et une croix, ça veut dire que le vecteur V est perpendiculaire à la feuille et va vers l'arrière. Enfin, va vers l'arrière, c'est-à-dire s'enfonce vraiment dans l'écran ou dans la feuille, ou dans la table, là où vous êtes. Voilà, donc je reprends mon exemple ici. L'ion, la charge positive, se déplace à une vitesse V
et arrive dans cette zone partout où il y a un champ B. Bon, je le dessine une seule fois, B, donc vous voyez, il vient vers nous. Il sort de la feuille, il est perpendiculaire, il vient vers nous. Alors, pour trouver la force, donc je suis bien en présence d'une charge qui se déplace dans un champ B. Pour dessiner la force, je reviens à ma formule, je place mon pouce ici suivant V. Mon index va vers l'avant suivant B. Donc, si on se tord trop la main, il faut bouger un peu la feuille. Et F va aller vers le bas. Perdez pas trop de temps là-dessus, on reverra ça ensemble en cours demain. Donc la force magnétique, F, irait vers le bas là, dans ce cas-là. Ce qui fait que la particule qui circulait de façon rectiligne ici va être attirée vers le bas. Et petit à petit, ça va nous donner une trajectoire. Donc au lieu de suivre sa trajectoire rectiligne, eh bien, elle va avoir une trajectoire comme ça, circulaire. Si par exemple, en ce point-là, je refaisais la même chose, on sait que quand on a une trajectoire circulaire, le vecteur vitesse du coup est tangent, est comme ça. Et si je refais V, je place mon pouce suivant V, B et F, je vais trouver une force F à ce niveau-là qui sera comme ça, etc. Et donc en tout point, j'ai une force F qui ramène ma particule vers l'intérieur et ça va me donner un mouvement circulaire. Pour vraiment montrer ça, il faudrait utiliser le repère de Freinet qu'on voit en terminale, c'est-à-dire faire la somme des forces extérieures au système égale à M1 et projeter ceci dans un repère de Freinet, c'est-à-dire qui a une coordonnée qui est la tangente, donc ça nous donnerait une formule comme ceci, et suivant la normale, la tangente est comme ça et la normale va vers le centre. Exactement comme on le ferait pour un satellite par rapport à la Terre. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais AT, l'accélération tangentielle, cette expression-là, c'est égal à dv sur dt, et AN, c'est égal à v carré sur r. Et en exprimant la force ici qui n'a pas de coordonnées suivant la tangente, c'est-à-dire que ça c'est nul, on va avoir un dv sur dt qui est nul, donc la vitesse est uniforme. Et la force a une composante suivant la normale, donc ça c'est F, c'est QVB, et on va arriver à trouver le rayon de la trajectoire. Ça c'était juste un petit rappel si vous avez un peu de temps, mais sinon ne perdez pas de temps à faire des pauses et à réécouter. Et on va donc obtenir le rayon de la trajectoire, R, qui est égal à M, V sur QB. Alors pour que le rayon soit positif, je laisse la valeur absolue sur QB. Ça c'est vraiment, ça fait l'objet de beaucoup d'exercices en magnétisme. Bien sûr, on est toujours en physique, donc même si on parle de petites charges, la masse est toujours donnée en kilos. Attention, en kilos, et après le reste c'est habituel, mètres par seconde. Le champ en Tesla, la charge en coulomb, et tout ça, ça nous donnera un rayon en mètres.